Fribourg, la Minute Verte. Aujourd'hui, la Minute Verte accueille Fribourg Solidaire pour parler des projets que la Fondation soutient, bien sûr, comme d'habitude. Et puis aujourd'hui, précisément, on va vous parler de protection des défenseurs des droits humains au Kenya avec notre invité Johan Jacquet. Mais d'abord, on va passer le micro à Cécile Eto, responsable communication pour Fribourg Solidaire. Bonjour et puis bonne année aussi, Cécile. Bonjour Amaëlle, bonne année aussi à toute la radio. Merci, ça fait plaisir de vous retrouver en 2019. Et puis, ce matin, vous allez nous faire une courte rétrospective de l'année 2018 pour Fribourg Solidaire. Voilà, c'est la période des vœux, mais c'est aussi la période où on fait le bilan de l'année passée. Vous avez un bêtisier aussi pour alors je pourrais avoir un bêtisier, mais je suis pas sûre que tout le monde serait d'accord que je le mette en ligne. Non, j'imagine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de bien? Alors, c'est le financement des projets. On a quand même participé au financement de 15 projets en 2018. Des projets très variés dans différents pays, aussi bien en Afrique comme par exemple en RDC, avec la construction d'un hôpital, mais aussi au Sénégal avec la transformation du riz. Ça peut être aussi aux Philippines. On a soutenu un projet auprès des handicapés pour reconnaître leurs droits, former aussi les gens à s'occuper, prendre en charge les enfants notamment handicapés. Le Kyrgyzstan, donc très très large. Génial, avec évidemment des projets qui fonctionnent bien, qui sont en voie de développement ou d'aboutissement parfois. Alors, certains c'est sur une année. Celui au riz, par exemple, c'est une année au Sénégal. Okay. Puis d'autres, beaucoup plus longs, comme la construction de l'hôpital. On se doute bien qu'en une année, c'est pas possible. Donc, c'est des projets sur 3, 4 ou plusieurs années, comme celui d'ailleurs de PBI qu'on a financé cette année, celui que Johan va parler tout à l'heure. Et là, c'est vraiment aussi sur plusieurs années. Voilà. Après, c'est toujours aussi ce qui est important dans l'aboutissement, puis que ça se réalise de manière le meilleure possible. C'est le partenariat au sud. Donc, à chaque fois, faut pas oublier que ça se fait avec des gens sur place. Et puis sur place. Oui, absolument. Vous avez dit 15 projets que vous avez soutenus en 2018. Il y a combien, on peut peut-être le rappeler, d'associations qui sont liées à... Alors en 2018, il y avait 26 associations, mais toutes ne déposent pas des projets. Voilà. Donc, et puis certains projets ont malheureusement été aussi refusés par la commission technique, parce que tous les projets sont analysés par la commission technique et certains n'étaient pas aboutis. Par exemple, on demandait plus de précision, ou d'autres, non. La commission technique a estimé que c'était pas assez solide pour être financé. C'est comme ça que ça se passe. Et puis Cécile, vous travaillez aussi bien sûr beaucoup ici pour faire connaître Fribourg Solidaire et puis pour démarcher auprès des communes pour qu'elles vous soutiennent. Voilà, alors en 2018, on a eu 20 communes partenaires, dont parmi ces 20 communes partenaires, 5 qui sont au 1 franc par an par habitant. Et nouvellement, Corminboeuf. Ça, c'était la bonne surprise de la fin de l'année 2018. C'était le cadeau de Noël. Bonjour Corminboeuf. Voilà, reçu la lettre de Corminboeuf, qui a rejoint La Bria, qui a rejoint Villars-sur-Glane, Néru et puis Prévert-Noréa. Et puis après, peut-être quand même citer 2 autres qui sont tout proches des 1 franc, c'est Avry et Matran. D'accord. Donc, plutôt un bilan positif. Plutôt un bilan positif, et puis aussi une nouvelle commune qui s'appelle Bösingen, qui a rejoint Fribourg, qui est devenu partenaire de Fribourg Solidaire. Puis aussi des rencontres avec des communes. Par exemple, j'ai rencontré le syndic d'Estavayer-le-Lac. Donc j'espère que pour 2019, ce sera bon. Voilà, ça va continuer. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Merci beaucoup Cécile. Merci. Alors, on va maintenant s'intéresser à ce projet auquel a participé Johan Jacquet. Bonjour Johan. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors vous, l'année dernière, entre avril et octobre, vous avez été volontaire au Kenya. Vous faisiez partie d'une équipe qui accompagne et protège les défenseurs des droits humains locaux en partenariat sur place avec PBI, donc Peace Brigades International Kenya. C'est beaucoup d'informations, c'est une longue introduction. Peut-être qu'on va commencer juste par situer un petit peu ce qui se passe au Kenya et puis comment est né ce projet-là. Merci Amaëlle pour cette introduction. Le projet au Kenya, donc de PBI, qui est surtout active, une organisation internationale active surtout en Amérique latine, traditionnellement. Le projet au Kenya, il est né en 2013.
c'est le premier projet en Afrique et ce pays a été choisi pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est un pays assez stable, parce que PBI ne peut pas avoir de projets qui fonctionnent bien dans des pays trop instables, comme par exemple la RDC qui a été mentionnée tout à l'heure. Donc le pays est relativement stable et il s'est doté d'une constitution en 2010 qui est assez progressiste, qui est assez solide. Pour autant qu'on l'applique, ça c'est une autre histoire. Et du coup, c'est un peu dans cette idée-là, on s'est dit qu'il y a une très bonne constitution et beaucoup de gens essayent de faire des efforts pour l'appliquer. Et c'est aussi suite à des troubles qui sont liés aux élections, les violences post-électorales après 2007, et 2008, qui ont été assez graves au Kenya, qui ont fait beaucoup de morts, mais surtout beaucoup de personnes déplacées. Ça, c'est on va dire le côté noir qui pousse aussi PBI, qui a poussé PBI à construire un projet pour protéger des défenseurs et défenseuses des droits humains. Donc stable, là-bas, veut pas dire stable comme l'idée qu'on peut s'en faire chez nous. Hein. Exactement. On est d'accord. C'est plus stable que la RDC, mais c'est moins stable que la Suisse en termes politiques. Effectivement. Voilà. Mais c'est dans une situation où effectivement on peut déployer des forces et puis on peut aller de l'avant pour encourager le progrès. Exactement. Avec un modèle tel que celui de PBI, l'idée était de développer quelque chose de similaire, mais d'adapter bien sûr, quelque chose de similaire à ce qui se fait dans les pays d'Amérique latine. Alors, on parle de protéger les défenseurs des droits humains locaux. Qui sont-ils ? Qui sont ces personnes et que font-ils ? Alors, ces personnes qu'on appelle défenseurs et défenseuses, il y a beaucoup de défenseuses aussi des droits humains qu'on accompagne au Kenya. Ce sont des gens comme vous et moi, qui ont souvent un job pour pouvoir manger. Et qui décident de s'engager dans des organisations souvent, ou à titre individuel, mais c'est souvent dans des organisations, qui décident de défendre des droits humains. Mais ça peut être très large, c'est le droit à la vie, parce que parfois il y a des problèmes d'exécution extrajudiciaire, dont on parlera peut-être plus tard. C'est le droit à l'éducation, excusez-moi, c'est aussi du droit à la santé, c'est du droit à une justice qui fonctionne. Tous ces droits sont pas forcément garantis d'ailleurs partout dans le monde, et ces personnes s'engagent, donc elles font un travail d'activisme, elles font un travail de militantisme, elles organisent des manifestations, et aussi elles font souvent un travail qui est pas forcément toujours assumé par l'État par exemple, de travail social. Donc en fait les travailleurs sociaux et la travailleuse sociale hors mur qu'on a ici, ou dans des services sociaux presque des fois, ce travail est souvent assumé bénévolement par des défenseurs et défenseuses des droits humains. Et surtout des femmes, parce qu'il y a quand même des rôles traditionnels assez genrés. Et si elles ne sont pas protégées par l'État, il peut leur arriver plein de choses. Effectivement, donc il y a une protection qui est très relative. Le réseau fait énormément, comme ici, mais ici on a besoin du réseau pour mieux avancer dans notre travail. Au Kenya, on a besoin du réseau pour mieux avancer dans notre travail et recevoir moins de menaces, être moins embêté dans son travail par d'autres forces qui n'ont pas trop envie que ça avance. Alors ces gens comme vous et moi, qui sont pas forcément sous protection et puis qui essayent de se démener pour améliorer les choses, de manière générale, elles sont menacées par quoi au quotidien ? Alors la première menace, c'est la menace financière. Les personnes qu'on accompagne sont souvent des défenseurs et défenseuses des droits humains qu'on appelle grassroots, qui travaillent vraiment souvent sans salaire, bénévolement, qui viennent souvent des quartiers défavorisés. On travaille surtout à Nairobi dans les quartiers défavorisés avec PBI Kenya. Et l'idée, c'est que dans ces situations-là, c'est pas toujours très stable. Mais il y a aussi des menaces, ça c'est des menaces plus internes, il y a aussi des menaces externes. Les personnes sont souvent harcelées par notamment les forces de police. Ça c'est entre guillemets un adversaire qu'on espère devenir un partenaire pour certains projets, qui bien sûr pas tous les officiers de police sont harcelants et pas tous les officiers de police sont aidants. Ça dépend lesquels, et il y a tout un travail à faire autour de ça. Mais c'est beaucoup les forces de l'ordre qui peuvent être des menaces. Donc il y a des attaques physiques aussi.
Alors des attaques physiques, j'ai pas été témoin de beaucoup d'attaques physiques, mais il y a de l'intimidation très 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 souvent, du harcèlement pour avoir des bakchiches, etc. Très souvent, des arrestations arbitraires également. Par contre, ce qui se passe pour les attaques physiques, c'est pas très souvent envers les défenseurs et défenseuses des droits humains, mais c'est envers ceux qu'on appelle les thugs, ceux qui sont appelés communément les bandits en gros. Mais en fait, il suffit d'être pauvre et suspect pour être considéré comme un bandit et parfois même assassiné. Ça peut aller, comme vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'à une exécution, comment vous avez dit, extrajudiciaire. Extrajudiciaire, donc. C'est ça. Alors, quand on protège ces gens-là, de quelle manière on le fait ? Qu'est-ce que vous avez expérimenté, Johan ? Alors, le modèle principal et classique de PBI, qui est appliqué en Amérique latine, c'est un accompagnement à trois aspects, 3 niveaux exactement. Il y a un accompagnement physique qui peut se faire quand on va au poste de police, quand les gens vont au tribunal ou quand les gens vont faire d'autres choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai relativement peu fait pour des raisons contextuelles qui sont relativement complexes et que j'ai pas le temps d'expliquer ici. D'accord. Par contre, on a deux autres aspects qui sont un accompagnement par plaidoyer. Donc on va faire fonctionner le réseau de PBI, qui est un bon réseau avec les ambassades, avec les organisations internationales, avec des défenseurs et défenseuses des droits humains qui ont un plus grand réseau, etc. Donc cette mise en réseau est protectrice. Plus on a de copains dans la cour d'école, plus on est protégé. C'est un peu le même principe. Et le troisième, c'est l'accompagnement, on va dire moral, et aussi en termes de développement des capacités, et en termes de formation par exemple. Parce que ces personnes sont pas forcément formées. Il y en a, certaines personnes sont en train d'étudier le droit par exemple, mais d'autres ont pas forcément de formation spécifique au droit ou à ces droits en général, ou de formation spécifique en communication, etc. Donc il y a tout un travail aussi de formation qui est facilité par PBI Kenya. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, voilà, vous n'êtes pas des gardes du corps, vous êtes plus là pour faire jouer le réseau et pour créer du lien, pour que les choses puissent avancer. Voilà, ça c'est le modèle adapté au Kenya, on va dire. Le modèle d'Amérique du Sud, il a ce côté garde du corps un peu plus marqué. D'accord. Parce que le gouvernement, ses agences, etc., ressentent plus aussi la pression internationale. Et c'est des structures un peu plus stables. Là, au Kenya, c'est un peu une difficulté, c'est que les gens changent beaucoup. Il y a beaucoup de turnover, beaucoup de changements de personnel. Et donc, c'est compliqué de maintenir une confiance avec les mêmes personnes parce que ces personnes sont mutées de manière assez régulière. Johan Jacquet, qu'est-ce que vous pouvez, en quelques mots comme ça, partager avec nous de ce que vous avez vécu pendant ces quelques mois ? Qu'est-ce qu'il en ressort ? Qu'est-ce que vous avez envie d'expliquer aux gens ? Alors vous pouvez vous imaginer, chers auditrices et auditeurs, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup d'émotions aussi qui viennent. Je dirais que l'émotion qui ressort juste maintenant, c'est l'admiration pour les défenseuses et défenseurs des droits humains, pour leur courage de prendre à bras le corps des problématiques qui sont très graves, des problématiques d'exécution extrajudiciaire, des problématiques de violence basées sur le genre, que ce soit des violences sexuelles ou d'autres. Donc c'est des personnes qui partent de pas forcément grand chose en termes de réseau, et qui arrivent quand même à faire bouger les choses, à sensibiliser. Ils font beaucoup de sensibilisation. À titre personnel, j'ai rencontré des personnes fortes, des personnes plus matures que moi alors qu'elles avaient 20 ans. C'est vraiment assez impressionnant le travail que ces personnes peuvent faire. Après, c'est pas toujours facile. En termes de planification temporelle, par exemple, comme vous pouvez vous imaginer, il fonctionne pas à la Suisse. Donc, j'ai appris beaucoup la flexibilité. Et je pense que c'est une force aussi. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de planifier dans ces cadres-là. Est-ce que vous vous êtes senti réellement utile ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait avancer les choses ? Alors, c'est une bonne question. Je pense que oui. Mais je peux pas l'affirmer de manière
entre guillemets très solide. Parce que ça se quantifie pas. Parce que c'est très difficile à quantifier. Bien C'est sûr. très difficile à quantifier les projets qu'on fait. Ouais. Je n'ai fait aussi que 6 mois et demi. Contrairement à ce qui était prévu, j'aurais dû faire 1 année, mais de nouveau pour des circonstances, pour des questions assez compliquées de contexte, de contexte légal, de contexte institutionnel, il n'a pas été possible de faire 1 année complète. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a des petits effets. Il y a une défenseuse qui nous disait ces formations que vous organisez, ça m'a vraiment donné confiance. C'est quelqu'un qui était vraiment pas très confiante en elle, etc. Et vraiment, on a vu qu'il y a eu une évolution en quelques mois. C'était assez chouette qu'elle nous dise aussi ça. Donc finalement, vous avez mis votre empreinte, vous avez mis votre goutte d'eau dans l'océan de démarche. Voilà, c'est une goutte d'eau. Quand on part avec une ONG à l'étranger, je pense pas qu'il faut partir avec l'idée de changer tout à la fois, mais partir avec humilité en se disant on va apporter une goutte d'eau, si possible pas empoisonnée. Ouais, et cette goutte d'eau, elle passe aussi vraiment tout simplement par le lien qui est créé et par l'humain, par simplement soutenir quelqu'un, c'est déjà tellement. Oui, tout à fait. Le fait d'avoir de la reconnaissance aussi de la part des gens qu'on accompagne, qui finalement aussi nous accompagnent, parce que c'est un apprentissage mutuel, évidemment. Et donc, c'est cet aspect de reconnaissance mutuelle qui est extrêmement précieuse et qui donne des souvenirs incroyables. Ouais. Et qui ouvre l'esprit. Merci beaucoup, Johan Jacquet, pour votre témoignage. Cécile, j'ai envie de dire, ce projet-là, voilà, c'est un projet différent de construire une école ou construire un hôpital, dans une région qui en a besoin. Là, on est plus sur la continuité. C'est un projet qui va durer longtemps. Oui, et puis aussi c'est plus difficile à palper parce qu'une école, je dis on construit une école, voilà, on voit un toit, on voit des murs, des fenêtres, des élèves. Là, déjà rien que défenseurs et défenseuses, quand on a préparé l'interview, j'ai dit à Johan, écoute Johan, il faudra que tu expliques parce qu'alors pour moi, voilà, nous en Suisse, ça veut pas dire grand chose. Donc c'est un projet qui est subtil et très difficile à expliquer. Je trouve qu'il l'a très bien fait, mais et puis évidemment sur la durée, on change pas les choses comme ça. Il l'a aussi très bien dit. C'est vraiment ce qu'on a dit. Ça aussi. demande de l'adaptation, ça demande de comprendre les gens, ça demande de travailler selon leur méthode aussi, pas selon les nôtres. Il a dit flexibilité, mais c'est adaptation, c'est le climat qui est différent, les mentalités qui sont différentes, la nourriture, ça peut paraître basique, mais ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Que ce soit pour les volontaires PBI ou les volontaires, il y a d'autres volontaires de d'autres associations qui partent aussi comme ça. D'ailleurs, PBI recrute régulièrement. Je sais pas s'ils ont des postes ouverts actuellement. Alors actuellement, PBI a quelques postes ouverts, surtout dans les projets en Amérique latine. Il suffit d'aller voir sur le site web de PBI Suisse, et si on trouve pas l'information, d'aller sur le site web de PBI International, parce que et on peut tout à fait contacter PBI Suisse, qui a des bureaux à Berne pour la gestion générale, et un bureau à Genève aussi pour faire le lien, parce que le lien, il se fait pas seulement au niveau local et national, il se fait aussi au niveau international, et à Genève, on sait qu'on a pas mal d'institutions et d'organisations internationales au niveau des droits humains. Et donc, le travail qui est fait par PBI Kenya, et PBI Colombie, et PBI Honduras, etc., est soutenu par aussi le travail que fait PBI Suisse, PBI Allemagne, etc., en termes de plaidoyer et en termes aussi, bien sûr, de recherche de fonds. Merci beaucoup pour ces précisions, Johan. Et puis je rappelle aussi que pour suivre les projets qui sont soutenus par Fribourg Solidaire, eh bien vous allez tout simplement sur le site de Fribourg Solidaire. Avant de se quitter, Cécile, vous vouliez nous annoncer un petit événement. Oui, un événement, parce que parmi les associations membres de Fribourg Solidaire, il y en a une qui dépose jamais de projet, parce que eux financent des projets. C'est Macrocosme, c'est l'association des étudiants du Collège Saint-Michel qui organise le 19 janvier un concert à Frisson. Et les bénéfices seront reversés justement à des projets de coopération-développement. Alors je vous invite à aller à Frisson. L'ouverture des portes, c'est à 20h. Et puis voilà, c'est 10 francs l'entrée ou plus pour une entrée de soutien. Et puis je crois que la programmation, c'est des groupes suisses qui sont...
invités qui participeront. Donc voilà, rendez-vous à Frisson le 19 janvier pour soutenir les activités de ces jeunes du collège Saint-Michel, Macrocosme. Coup de chapeau à ces jeunes qui se bougent. Et puis, pour ce qui est de la programmation, on en reparlera nous à la fin de la semaine avec l'équipe. Ils viendront certainement nous présenter les groupes. Je vous remercie beaucoup, Cécile Eto et puis Yoann Jacquet pour Fribourg Solidaire ce matin et ce projet dont on a parlé au Kenya. Merci à vous deux. Merci.